Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Paul Ricoeur, écrit et conférence 1 autour de la psychanalyse. La réflexion sur la psychanalyse, texte introuvable. La question de la preuve est aussi ancienne que la psychanalyse, exigence interne. La relation analytique, l'expérience analytique, les observables. Quand l'analysé répète, au lieu de se remémorer, il répète sous l'influence de la résistance. C'est alors qu'il introduit le transfert, principal instrument pour dompter la compulsion. Le transfert crée un domaine intermédiaire entre la maladie et la vie. Un patient ne tient pas compte de la différence entre réalité et imagination. Le degré d'exactitude qui peut être attendu d'énoncés psychanalytiques dépend de la sorte de vérité qui peut être attendue en ce domaine. Aristote a déjà observé au début de l'éthique à Nicomaque que nous ne pouvons invoquer dans les choses humaines et dans les sciences naturelles que c'est toujours la nature des choses caractéristiques d'une ère d'investigation qui détermine le type d'adéquation appropriée à ces disciplines. Si l'expérience analytique repose sur le désir venant au discours, la sorte de vérité qui lui répond le mieux est celle d'un dire vrai plutôt que d'un être vrai. La vérité est ici plus près de la tragédie grecque que de la physique moderne. Mécanisme de distorsion. Patei matos, apprendre par la souffrance. Dit le cœur d'Agamemnon d'Eschyle. Itinéraire typique de l'expérience analytique. Seuil de véracité en psychanalyse. C'est là la Redlichkeit. La probité intellectuelle, chère à Nietzsche. Seule valeur éthique qui reste conforme à la neutralité de la relation psychanalytique. Tout ce qui affecte la mécompréhension de soi-même affecte aussi la mécompréhension à l'égard de l'autre. Autrui. La prétention à la vérité dont la mécompréhension de soi-même et d'autrui constitue le négatif et peut être définie en fonction de la tâche positive de travailler à la reconnaissance de soi-même à travers la reconnaissance d'autrui dans la sphère publique de communication. La psychanalyse poursuit le projet de reconnaissance que Hegel plaçait au sommet de la vie éthique. Prétention à la vérité, à l'idée d'un récit intelligible de l'existence. L'analyste suggère à son patient d'accepter l'interprétation qui vérifie la théorie. Soupçon de suggestion. La validation en psychanalyse, autoconfirmation, est condamnée à rester circulaire. À Heidegger, le problème n'est pas d'éviter le cercle, mais d'y rentrer correctement. Une bonne explication psychanalytique doit être cohérente avec la théorie et ceci est valable pour tout champ d'investigation. Inutile d'insister sur le caractère de talk-cure de la psychanalyse. Le phénomène du deuil nous ramène au cœur même de la psychanalyse. Elle reconnaît le fantasme comme le paradigme de ce qui pour elle constitue la réalité psychique. Généralement, de nombreux souvenirs refoulés ne deviennent des traumatismes qu'après coup. C'est le travail de la mémoire qui est impliqué dans la structure narrative de l'existence. Le sens d'un symptôme et le sens d'un rêve sont difficiles à déchiffrer, car entre le sens manifeste et le sens caché, se sont interposés des mécanismes de distorsion. Travail du rêve, selon Freud, condensation, déplacement. Cette distorsion est en vérité un bien étrange phénomène. Elle ne pense pas, ne calcule pas, elle se borne à transformer. Métaphore centrale du refoulement qui réorganise tout. Régression dynamique. Freud ignore la distinction entre motif et cause. La psychanalyse a recours à une explication en termes de cause en vue d'atteindre une compréhension en termes de motif. L'effet de la psychanalyse relève à la fois de la catégorie du texte, signification, et de l'énergie, donc de la force. Ce qui fait le caractère énigmatique de la psychanalyse, auto-aliénation à soi-même ou réification de symboles dissociés. On ne se connaît pas
soi-même, on ne cesse de s'interpréter. Et cela commence par la mécompréhension. Schleiermacher, il y a interprétation où il y a d'abord mécompréhension. Herméneutique du soupçon. La compréhension de soi doit passer par un dessaisissement de soi, une abdication de la prétention à dominer le sens. L'appropriation de son propre sens est d'abord désappropriation de soi, avertissement socratique, mensongère est la vie qui se soustrait à l'examen. La réinterprétation linguistique de Saussure à Jacobson et Chomsky, pratique et expérience analytique. La théorie métapsychologique de Freud est en retard sur sa propre pratique. L'univers de discours approprié à l'expérience analytique n'est pas le langage, mais l'image, opposée à la thèse linguistique. Aspect sémiotique de l'image. La méthode de traitement, la technique thérapeutique, maniement de résistance, la conduite du transfert, règle d'or. Libido, investissement, refoulement, théorie des pulsions. Discordance entre ce que la psychanalyse fait et ce qu'elle dit qu'elle fait. La situation analytique est une relation de parole, le traitement est une talk cure. Véritable ascétisme, le désir est contraint de parler, sens susceptible d'être déchiffré, traduit, interprété. La psychanalyse ne connaît du désir que ce qui peut être dit. Discours. Extension de la sphère sémiotique jusqu'aux confins obscurs du désir muet d'avant le langage. La psychanalyse fait parler cette part de nous-mêmes qui est moins muette qu'elle n'a été contrainte au silence. Parler à l'autre. Freud sorte d'arène où il sera permis à l'automatisme de répétition de se manifester dans une liberté totale. Réorienter la répétition vers la remémorisation. Elle offre dans le transfert un vis-à-vis fictif au désir. Non seulement le désir parle, mais il parle à l'autre. Égal désir de l'autre, désir de la reconnaissance. Demande érotique. Relation triangulaire, deux personnes et une interdiction, un désir de mort, un objet perdu. Parler, c'est s'adresser à un autre. L'analysant devient capable de parler de soi en parlant à un autre. Passer d'un récit inintelligible à un récit intelligible. L'analysant souffre, troublé par des symptômes, des comportements, des pensées qui n'ont pas de sens pour lui, qui ne peut coordonner dans un récit continu et acceptable. Toute l'analyse ne sera qu'une reconstruction des contextes dans lesquels ces symptômes prennent sens. L'analysant raconte qu'il ne comprend pas jusqu'à ce qu'il comprenne ce qu'il raconte, modalité discursive d'une analyse narrative ou une narration analytique. La transition du symptôme à l'expression linguistique est assurée par les valeurs métaphoriques des mots, où la symbolisation d'un état psychique par une expression corporelle est en quelque sorte portée au langage après avoir été enfouie dans le corps par conversion hystérique. Le rêve est un texte à interpréter comme un autre discours. L'analyse se meut dans le récit du rêve. Edelson cite Freud, le rêve est un phénomène psychique à part entière et pour tout dire un accomplissement de souhait. Postulat axiomatique d'une théorie de l'action humaine. Dire de quel désir le rêve est l'accomplissement déguisé, c'est restituer le contexte dans lequel il devient intelligible. La pensée du rêve est homogène à toutes nos autres pensées qui viennent au langage, dans la conscience narrative que nous prenons de nous-mêmes. La condensation est une sorte de compression, le déplacement un transfert d'intensité. La condensation retrouve son statut sémiotique d'aliénation, péripétie de la représentation. Points nodaux vers lesquels converge un grand nombre de pensées du rêve. Pour déjouer la censure imposée par la résistance, le transfert se déplace pour mieux s'exprimer. L'une des contributions les plus remarquables de la linguistique à la théorie psychanalytique est celle de Roman Jacobson concernant la métaphore et la métonymie. Tout signe linguistique implique la combinaison et la sélection. Le mouvement de la cure du patient va du passage de la parole vide du dire, à la parole pleine. L'inconscient est cette partie
du discours concret qui fait défaut à la disposition du sujet pour rétablir la continuité de son discours conscient. L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. C'est le chapitre censuré, mais la vérité peut être retrouvée. Les moyens de la méthode analytique sont la parole et du discours concret. Son histoire constitue l'émergence de la vérité dans le réel. La linguistique, Chomsky rencontre le même problème que le psychanalyste. Comment rendre compte de la structure de surface d'une phrase à partir de la structure profonde? Une structure de surface a autant de structures profondes différentes qu'elle a de sens. L'interprétation s'appliquera aux formes de déviance auxquelles l'usage du langage aura recours pour engendrer des représentations significatives. L'interprétation psychanalytique est par excellence l'interprétation des déviances signifiantes, comparables aux formes d'audace linguistique qui caractérisent la poésie. Le niveau d'expression propre au contenu inconscient n'est pas le langage, l'image comme travail du rêve. Le rêve, une fois interprété, présente de nombreuses relations logiques et antithèses ou contradictoires. C'est à l'interprétation de rétablir la cohésion. La pensée du rêve, les pensées du rêve sont désormais devenues et appelées images du rêve. Ce qui est imagé est pour le rêve apte à la présentation, charnière de l'image et du langage. Freud réserve le terme de symbole aux représentations dotées d'une certaine fixité, sigle sténo. Le rêve se sert d'une symbolique pour la présentation déguisée des pensées latentes. C'est un langage figuré. Ils ont plus d'une fois d'autres significations, comme dans l'écriture chinoise. C'est le contexte qui rend possible la conception exacte. Ces fragments verbaux de symboles culturels sont dramatisés, selon le besoin du rêve considéré. L'image est le processus même de transformation des pensées du rêve en contenu manifeste. Comme le schème de Kant, procédé général pour prouver une image au concept. Le rêve nous fait côtoyer d'autres manifestations de la vie imaginaire, folklore, légende, mythe, fiction, littéraire et œuvres plastiques, peinture et sculpture. La fantaisie est solidaire du scénario. La fantaisie est solidaire du scénario. L'image possède des traits quasi hallucinatoires, construction symbolique, ce que Lacan a appelé l'historisation primaire de l'expérience infantile. C'est une fiction au sens d'invention qui a pris corps dans le langage. Instance sur la dimension sémiotique des expressions de l'inconscient. La spécificité de la découverte psychanalytique est que le langage lui-même travaille au niveau figuratif. Le cathexis est chez Freud la charge d'énergie de la libido ou l'investissement libidinal. La psychanalyse de Freud, après Copernic et Darwin, blessure narcissique, l'homme délogé d'une illusion de domination. L'homme se découvre n'être ni le centre du monde, ni le sommet de la vie, ni le maître dans sa propre maison. Cohute, la découverte même de cette non-maîtrise est l'œuvre d'un savoir prométhéen, une victoire de la connaissance qui fait reculer l'ignorance, le préjugé et la superstition. Le malade d'aujourd'hui souffre de dispersion, de dépression et de cohésion entre les pôles des ambitions, aptitudes, habiletés, idéaux, alors que durant la période de Freud, c'était l'inhibition et la répression d'une société elle-même antagoniste, une société où surveiller et punir restait la règle dominante. Le self-psychologie oppose le besoin d'empathie, relation entre le moi et ses objets d'amour. L'empathie est la structure de base du rapport entre soi et objet soi. Freud est l'héritier des Lumières, où l'accent est mis sur le conflit entre la puissance du savoir et la résistance des ténèbres. Pitié, compassion, sympathie, lien interhumain fondamental, philosophe moraux britannique. L'homme a besoin jusqu'à son dernier souffle du soutien d'objets soi, capable de l'aider à réaliser son projet de créativité intégrée.
Le transfert contribue à la cure par la réactivation des traumatismes de la relation soi-objet-soi et la perlaboration, le working through process de ces traumatismes, pièce maîtresse de la cure. Rôle de l'empathie dans la thérapie. La théorie du self de Heinz Kohut dit qu'un self bien portant se caractérise par la cohésion, la fermeté et l'harmonie. Le self doit découvrir au prix de blessures que l'autre, essentiellement la mère ou le père, n'est pas un objet soi parfait, omniscient et surtout toujours prêt à soutenir. L'autonomie par le savoir n'est pas le dernier mot de la sagesse. Les blessures narcissiques font partie des choses de la vie. L'enjeu de la vie n'est pas l'autonomie, mais la bonté, la constitution d'un soi et une relation à autrui. Un self cohérent, fort harmonieux requiert pour se former l'approbation, l'appui, l'appel idéalisant d'objets soi appropriés. Le modèle hegelien de la lutte du maître et de l'esclave, phénoménologie de l'esprit, ou le modèle proposé par Emmanuel Levinas dans Totalité et Infini, qui met l'accent non sur la lutte, mais au contraire sur l'épiphanie du visage qui se dresse en face de moi. La maîtrise du premier signifie domination, la maîtrise du second enseignement, disciple. Husserl, dans Méditation cartésienne, a une saisie analogique de l'autre comme un autre moi, un alter ego, semblable à moi en ceci qu'il dit « je » comme moi. La dialectique hegelienne consiste à passer du stade de la conscience au stade de la conscience de soi, l'esprit faisant retour à soi. Il se tait. C'est comme l'image d'un père et d'une mère dont nous souhaitons qu'elle nous accompagne jusqu'à notre dernier soupir. Pour Husserl, suspendre et pocher tout ce qui, dans la constitution des objets de perception et de science, est dû à la contribution d'autres consciences intentionnelles que celle qui se définit comme ego cogito, sphère d'appartenance. La jouissance scelle l'auto-identification sous toutes ses formes, un peu à la façon dont le plaisir, dont Aristote de surcroît s'ajoute à toute activité réussie. La jouissance. Il faut, dit Lévinas, que le même, avec un grand M, s'affirme pour qu'à partir de lui-même, il puisse accueillir l'autre avec un grand A. Non pas en prenant la parole, mais en l'écoutant. Je me fais aussi l'otage de l'autre. L'objet de la psychanalyse n'est pas le désir humain en tant que tel, souhait, libido, instinct, éros, mais le désir humain saisi dans une relation conflictuelle avec un monde culturel, parents, autorité, interdiction, institution. L'objet de la psychanalyse est toujours le désir, plus la culture. L'expérience analytique elle-même, en tant qu'échange de mots et de silence, de paroles et d'écoute, appartient à l'ordre des signes, communication humaine sur laquelle la culture repose. C'est pourquoi il y a une institution psychanalytique, une codification des séances, la psychanalyse et la théorie de la dialectique entre désir et culture. Comme lutte organisée contre la nature, la culture donne à l'homme la puissance jadis conférée aux dieux. Face à l'homme, un commandement absurde, aimer son prochain comme soi-même, une exigence impossible, aimer ses ennemis. L'homme n'est pas cet être assoiffé d'amour. L'on a reconnu la pulsion de mort, l'hostilité primordiale de l'homme pour l'homme, l'érotique social, le tragique de la culture. Donc le sentiment de culpabilité est le moyen spécifique dont la culture se sert pour mettre en échec l'agressivité. Agressivité intériorisée, introjetée pour que le surmoi a repris à son compte. La tâche de vivre en commun est assignée aux hommes. La culture obéit à une impulsion érotique intérieure qui lui ordonne de réunir les hommes en une masse intimement liée. But atteint par accroissement de la culpabilité. Le tabou est à la fois l'attirant et le redouté, désir, crainte. Le défendre est attrayant car défendu où la loi excite la concupiscence. Impératif moral de Kant, le tabou est un acte prohibé vers lequel l'inconscient est poussé par une tendance très forte.
Freud pose l'origine de l'humanité, un complexe d'Oedipe réel, un parricide originel dont toute l'histoire ultérieure porterait la cicatrice. Patheimatos par le souffrir, le comprendre, apprendre par la souffrance. Agamemnon vers 177. Freud, grand athée de la culture contemporaine, comme Nietzsche et Marx. Le procès de la religion passe par le détour d'une critique de la culture. Dans le mouvement caché de la conscience, source d'une illusion, d'une fonction fabulatrice, exégèse de la conscience fausse. Libération et par là même affirmation de l'homme en tant qu'homme. Ces maîtres du soupçon se proposent de porter au jour la puissance de l'homme qui s'était déplacé et perdu dans une transcendance étrangère. Révéler l'homme à lui-même en tant que puissance d'affirmation et création de sens. L'interprétation est l'ascèse qui doit traverser le désir humain avant d'être rendu à sa propre grandeur. Freud touche ainsi l'homme moderne, le désir humain avant d'être rendu à sa propre grandeur. La pratique religieuse, le rituel, est un cérémonial névrotique, tourment de conscience, menace d'une punition venue d'ailleurs. Freud est celui qui a découvert que le cérémonial de l'obsédé a un sens analogue entre religion et névrose, imitation réciproque. La névrose obsessionnelle offre la caricature tragicomique d'une religion privée. Le désir projette dans une région transcendante la source de l'interdiction et la source de la consolation. Le Dieu des hommes, idole de son désir, est la figure agrandie d'un père qui menace, qui interdit, qui institue l'ordre des choses, qui réconcilie l'homme avec la dureté de la vie. Le meurtre du Christ est la commémoration du repenti, de la révolte des fils. Le rédempteur principal coupable, l'homme enfant face à la nature se forge des dieux à l'image du Père. Son sens caché est la nostalgie du Père. Il est dangereux d'appliquer la psychanalyse à l'art. Ruiner l'idée du génie, c'est répéter le meurtre du Père. En levant l'hypothèse de l'idéologie du génie, Freud met à nu la difficulté véritable, le destin des pulsions dans le cas de l'activité esthétique, sublimation. Le sourire de la Joconde répété dans le sourire de Sainte-Anne. C'est le sourire de la mère dont la dame florentine avait éveillé le souvenir qui est peint sur la toile. Glorification de la maternité. Dans ce tableau s'est inscrit la synthèse de son histoire d'enfance. Freud, comme le don artistique et la capacité de réalisation, sont en rapport avec la sublimation, alors leur essence est psychanalytiquement inaccessible. La vie est à avoir avec la narration. On parle d'une histoire d'une vie, rapport entre vivre et raconter. La poétique d'Aristote est son concept central de mise en intrigue, le mythos, épopée, tragédie, comédie. Il confère à l'histoire racontée une identité qu'au point de dire dynamique. Suivre une histoire est une attente concernant la suite. C'est un processus intégrateur qui ne s'achève pas dans le lecteur où le spectateur parle abstraitement du rapport entre les vertus et la poursuite du bonheur. C'est la fonction de la poésie, expérience de pensée entre les aspects éthiques de la conduite humaine avec le bonheur et le malheur, le son. De même, chez Kant, le schématisme désigne le foyer créateur des catégories, et les catégories le principe d'ordre de l'entendement. Les contes populaires, les mythes, les récits constituent le royaume privilégié du structuralisme, formaliste russe et tchèque des années 20 et 30 et française 60-70. S'approprier par la lecture une œuvre, c'est déployer l'horizon implicite d'un monde qui enveloppe les actions, les personnages, les événements de l'histoire racontée. Gadamer parle de la fusion d'horizons essentiels à l'art de comprendre un texte. Médiation entre l'homme et le monde. La lecture est une manière de vivre dans l'univers fictif de l'œuvre. Les histoires se vivent sur le mode de l'imaginaire. Vie est vécue, une vie n'est qu'un phénomène biologique tant qu'elle n'est pas interprétée. Pour Aristote, le récit est une imitation d'une action, structure même de l'agir et du souffrir humain. En analyse, le patient doit raconter, suivre, comprendre les histoires, continuation de ces histoires non dites,
narrateur de sa propre histoire sans devenir l'auteur de sa vie. Réduction au moi narcissique, égoïste et avare que la littérature peut nous libérer, nous délivrer une identité narrative. La place du récit en psychanalyse, la fonction narrative, la création consciente d'elle-même. Il s'agit de l'art maîtrisé de composer. La manière historique tient compte des documents. La manière fictionnelle est une exploration dans l'imaginaire. L'identité narrative est un mixte des deux manières. La compréhension que nous avons de nous-mêmes est une compréhension narrative. Nous ne pouvons pas nous saisir hors du temps et hors du récit. Équivalence entre ce que je suis et l'histoire de ma vie. La dimension narrative est constitutive de la compréhension de soi. La mémoire de ma propre existence, photo, acte de naissance, révélation sur mes origines, et le récit que je fais de moi-même. Ce sont les possibilités de moi-même que j'explore à travers l'histoire. L'histoire et la fiction coopèrent à la compréhension de soi. Ceci est la première ligne de pensée. La seconde ligne de pensée est l'insatisfaction croissante à l'égard du freudisme. L'insatisfaction croissante à l'égard du freudisme. Écart entre